Ok, Vincent, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux d'abord te présenter peut-être en quelques mots? Donc je m'appelle Vincent Flibustier, qui est un pseudo. J'ai 29 ans, je tiens le site Nord-Presse depuis 5 ans maintenant. Et voilà, sacrée aventure. Et j'ai pas de diplôme universitaire. J'ai commencé à travailler à 19 ans et puis je fais Nord-Presse un peu par hasard. Et puis c'est devenu ce que c'est devenu, mais c'était juste une blague potache au départ. Et puis voilà, ça a eu des conséquences assez inattendues. Et faut dire que je l'ai cherché un petit peu, mes divers procès, pas mal finalement d'influence, ces trucs qui ont un peu changé. Je trouve que c'est intéressant comme parcours et c'est intéressant tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je regrette pas. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la jeunesse de Nord-Presse, d'où ça t'est venu? À la base, la Nord-Presse, c'est un truc que j'ai créé à 2h du mat, complètement torché en faisant de soirée, dans l'idée de battre Sud-Presse et donc de me dire dans ma super idée machiavélique de mec bourré qu'en allant creuser encore plus profond que Sud-Presse, je pourrais voler leurs lecteurs. Et du coup, le meilleur moyen d'inventer des trucs encore plus profonds et d'aller encore plus dans la débilité, évidemment, c'était d'inventer des trucs. Et donc la ligne éditoriale au début était beaucoup basée sur des partous de vieux, des zoophiles morts d'éjaculation de cheval, de nécrophiles qui bloquaient des pénis dans des pierres tombales et des bébés à la friteuse. Et puis ça a un petit peu évolué, ça a évolué assez rapidement en fait vers un truc plus satirique et puis critique des médias et puis un peu de tout en fait. Ça a toujours été un peu pourri, indéfinissable, ce qui dérange pas mal de monde parce qu'effectivement ça ne ressemble à rien de connu quoi. Et justement, parlant de cette évolution, est-ce que tu t'attendais à un tel succès Oui et non. À la fois, j'y croyais, j'étais optimiste parce que sinon je l'aurais pas fait. Et beaucoup de gens m'ont dit, tu verras, dans 15 jours ça marchera plus, puis dans 6 mois ça marchera plus, dans 3 mois, dans 3 ans ça marchera plus. Et finalement, 5 ans plus tard, c'est toujours là. Ça a quand même un nom qui est un peu reconnu et j'ai quand même mis des coups de pied dans pas mal de fourmilières et je trouve ça intéressant. Il y a plein de gens qui ont rejoint un peu le truc aujourd'hui. Dans ce qu'on va peut-être parler après, tout ce qui concerne Sud-Presse, ils ont beau me condamner moi, il y a des tas de gens qui aujourd'hui se mobilisent eux-mêmes et il y a, je pense, quand même un éveil de conscience que j'ai pu réussir à amener, donc ça je suis assez fier. Après, le fait de faire des blagues, potage, de la satire, du foutage de gueule politique, etc., ça m'intéresse plus beaucoup. Je dois dire que ça me fait plus beaucoup rire parce que je pense que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, que l'humour est un moyen de dénoncer, de faire changer les choses, je pense que c'est surtout un sas de décompression pour des pouvoirs qui donne l'impression, un peu comme avec des bouffons du roi, qu'on peut tout dire et on peut se moquer de tout. Oui, on peut se moquer de tout, mais par contre, quand réellement se moquer d'un puissant ou de quelqu'un qui cause du tort, c'est autorisé. Par contre, quand vous allez vraiment taper un coup de pied dans sa fourmilière, là, vous en prenez plein la gueule et je l'ai vu, quoi. Donc, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie d'un milieu humoristique que j'ai pas mal côtoyé quand je travaillais à la radio sur la RTBF, de gens qui se donnent une grande mission d'être humoristes comme s'ils changeaient le monde. Je pense pas que c'est les humoristes qui changent le monde, c'est les vrais journalistes, sont les profs, les infirmières, les gens qui font du vrai travail, quoi. Je pense que parfois on a tendance à admirer les mauvaises personnes et moi-même quand des gens me disent ouais, c'est absolument incroyable ce que tu fais, non, j'ai fait des blagues sur internet et je me suis un peu mis en danger, mais ce qui est incroyable, c'est des gens qui se lèvent à 5h du mat pour aller soigner des gens, quoi. Oui, ça c'est admirable, quoi. Enfin, des pompiers, des profs, particulièrement les profs, je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus important dans notre société, juste avant la santé, et je pense que c'est ces gens-là qu'il faut admirer, qu'il faut applaudir, c'est pas moi, c'est pas les crétins d'humoristes sur internet ou ailleurs, quoi. Quel regard tu portes sur le monde des médias en Belgique? Ici en Belgique, je pense qu'on est dans un des... après, j'ai pas vu beaucoup de pays dans le monde, mais je suis quand même beaucoup de presse, qu'elle soit française ou anglo-saxonne. Et je pense qu'on vit vraiment dans un pays dont la presse est vraiment minable en général, parce qu'on est un petit pays, parce qu'on est... En fait, on n'est même pas un pays, on est un demi-pays de presse francophone de 5 millions d'habitants. Il y a 2 groupes, en gros, on a d'un côté le privé et de l'autre le public. Et tous les intérêts privés, même s'il y a plusieurs groupes, le groupe IPM, Rossel, maintenant Netis, qui est en train peut-être de se séparer de l'avenir, c'est gros. Et puis aussi, il y a le groupe Fun Radio, machin aussi, mais je veux dire, tous ces groupes ont des intérêts communs qui fait qu'il y a très très peu de liberté de parole pour les journalistes, et ça, l'association des journalistes professionnels s'en rend bien compte. Les tarifs auxquels on paye les journalistes sont absolument ridicules. On regarde chez Sud-Presse, il y a des gens qui bossent pour 100 balles facturées la journée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent pour 7-8 euros de l'heure en tant que journaliste avec 5 ans d'études. Enfin, c'est pas normal, quoi. C'est absolument pas normal. Et la précarité du monde des journalistes fait que ces gens, j'ai plein de gens qui m'écrivent et qui me soutiennent et qui sont journalistes, qui aimeraient bien mieux, qui parfois bossent pour Rossel, voire pour Sud-Presse,
mais ils peuvent pas ouvrir leur gueule parce que s'ils ouvrent leur gueule, ils sont complètement blacklistés dans tout le milieu. Et même au sein du public, au sein de la RTBF, il y a dans un cadre de chez Rossel ou de chez RTL, etc. Ce qui fait que tout ce petit milieu se regarde le cul et rend ce milieu extrêmement malsain. Et voilà, je trouve que la qualité de l'information chez nous est vraiment nulle part. On finance pas les bons médias. On a des trucs comme Médor qui reçoivent pas un balle ou quasi rien d'argent public, alors qu'à côté, on finance quasiment un tiers des emplois de chez Sud Presse. Enfin, 2 millions d'euros par an, ça permet de payer 50 personnes sans problème. C'est quand même scandaleux et anormal. Si on mettait cet argent pour payer une rédaction de 20 journalistes d'investigation, on change le pays, on change le monde, quoi. Et je pense qu'il y a bien une raison que ça ne se fait pas. Et quand même bien une raison pour qu'on ait une presse populaire qui fait son fric sur les accidents de bagnole et les articles buzz du mec qui a pris du Viagra de taureau. Pourquoi on finance ça et pas de l'investigation, quoi. Ça me pose question et je pense que la réponse, tout le monde l'a en tête, quoi. Enfin, voilà. Donc je pense qu'en France, il y a encore, que ce soit Acrimed, Le Canard Enchaîné, Mediapart, il y a encore des trucs très indépendants et qui arrivent à bien vivre. Et il y a aussi en France, malgré que c'est des gros groupes détenus par quelques milliardaires, il y a quand même une certaine concurrence entre eux, même s'ils ont aussi des intérêts communs. En France, il y a des médias qui s'attaquent les uns les autres. En Belgique, ça n'existe pas. Et j'ai déjà parlé à plusieurs journalistes que je considère comme étant des gens bien, que je vais pas citer ici parce que ce milieu est un petit milieu et pourtant d'habitude je préfère être transparent sur tout, mais là je préfère les protéger, qui me disent on a déjà essayé de sortir des trucs sur les médias, ça n'est jamais relayé et on se prend des volets de bois vert de partout. Donc même des journalistes qui sont bien et qui voilà, ils savent qu'il y a une omerta dans ce milieu, personne ne veut en parler et je pense que c'est les journalistes eux-mêmes qui en souffrent le plus, à part les vrais enfoirés qui se masturbent sur les chiffres de visites qu'ils ont eu sur leur article avec une cervelle d'enfant avec enfin, oui, et c'est pas un exemple que j'invente, hein, c'est littéralement, j'ai une preuve d'un mail d'une femme qui se vante d'avoir fait 6000 vues, ce qui est ridicule en plus, sur un article où effectivement il y a du sang sur un pare-brise et un morceau de cervelle d'un gamin dessus, elle est super contente, quoi. Ça pour moi c'est des gens, faut leur crever la peau, mais enfin pas littéralement, hein, mais voilà, je trouve pas ça normal que ces gens aient une carte de presse, que ces gens soient journalistes professionnels et qu'on accepte ça, quoi. Mais à côté il y en a plein d'autres qui en souffrent et qui sont juste broyés par des rédactions. Quand j'ai rencontré des étudiants en journalisme plusieurs fois, en général ils veulent tous faire de l'investigation ou faire des trucs utiles et des trucs bien, mais malgré tout, Sud Presse reste le premier employeur à part le public de presse dans ce pays, enfin dans le sud du pays en tout cas, et du coup finalement ils doivent bien nourrir, ils sont avec une fille, ils font un gamin, il faut bien nourrir les gosses, il faut bien payer garderie, machin, et du coup ils ferment leur gueule et voilà, c'est malheureux, mais je pense que c'est eux-mêmes qui en souffrent le plus et c'est d'autant plus pour ça que je suis en rage contre ce milieu-là, c'est qu'il y a un manque de courage de leur part, parce que s'ils se levaient tous d'un coup ça changerait, mais ils sont tous trop couillons et donc voilà, enfin beaucoup en tout cas. Tu crois qu'il y a un réel intérêt politico-médiatique, politico-économique implicite dans cette tendance à la médiocratisation et au nivellement par le bas qui amène du putaclic Désolé, j'étais concentré sur le chat, j'ai un vrai déficit de l'attention. J'ai un taux d'attention d'à peu près 3 minutes. La question est un peu longue aussi. Oui, mais vas-y, recommence. Tu peux le garder au montage. Ne pars pas, sandwich, c'est sandwich. Ça marche, et vraiment aucun souci. Sois cool, sandwich. Ouais, sois cool, sandwich. Allez, sandwich, concentre-toi. C'est important, c'est pour les gens. Tu crois qu'il y a un réel... qu'il y a une réelle volonté politico-économique implicite un peu comme ça dans l'idée d'avoir ce nivellement par le bas, cette tendance au putaclic qui au final touche quasiment tous les médias, toute la presse belge. Moi je crois que ça serait vraiment complotiste de dire que c'est vraiment décidé d'en haut de prendre les gens. C'est ça que je disais implicite, tu vois. Ouais, c'est ça, mais maintenant, parfois je me demande, franchement, quand je vois à quel point, comme je vous dis, pourquoi est-ce qu'on file pas d'argent à du journaliste de qualité ? À part le lobby de la presse et le lobby de cette presse-là qui ont juste des intérêts économiques. Je pense que c'est pas une volonté de rendre les gens crétins, c'est une volonté de faire du fric et c'est vrai que y a le meilleur moyen de vendre de la merde à quelqu'un, c'est qu'il soit le plus con possible et du coup je pense que oui, il y a une volonté de crétinisation et de baisse du niveau de l'information qui est surtout tout tourne autour de l'argent. Ça va beaucoup plus vite pour un journaliste entre guillemets de Sud Presse d'aller c'était quoi l'autre jour que je voyais l'histoire d'une fille qui a reçu un sexto de son mec qui lui disait c'est l'heure de la pipe.
et c'est sa mère qui a reçu une notification sur son téléphone. Ils vont prendre une demi-heure, voire plus, pour aller traduire un article du Sun. Donc c'est-à-dire ils vont au journal Le Sun, qui est un tabloïd anglais, le pire de ce qu'on peut faire de la presse mondiale. Il y a Sud Presse qui va aller faire les poubelles du Sun pour traduire le truc et nous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette information? Pourquoi est-ce qu'on a un journaliste qui prend plus de temps pour ça que pour des sujets d'intérêt général? Parce que ça prend pas beaucoup de temps, n'importe quel chimpanzé peut le faire, c'est juste une traduction et voilà, et ça coûte rien, faut pas se déplacer et en fait ils se basent sur des articles qui ont déjà fait le buzz à l'étranger dans d'autres langues pour faire le buzz ici, et c'est sûr qu'ils vont certainement faire plus de clics avec leur histoire de la pipe machin et du sexto qu'avec une information d'intérêt public. Mais moi je suis pas contre l'existence de Sud Presse comme je suis pas contre l'existence du Sun, mais le Sun n'est pas financé, il me semble, par de l'argent public, et donc voilà, déjà ça change. C'est pas l'existence de Sud Presse qui te pose problème, en fait, c'est leur financement et c'est leur financement, oui, et la manière dont, par exemple, quand je me suis attaqué aux annonceurs récemment, c'était déjà de montrer aux annonceurs sur quoi est-ce qu'ils tapaient leur publicité, parce que le marché publicitaire est tellement complexe que la plupart des annonceurs, ils vont chigner chez Rossel Advertising, qui est la régie pub de Rossel, ils vont prendre un package pour annoncer dans plein de journaux différents. Et en général, quand ils annoncent même dans Sud Presse, ils voient le journal papier, il y a peu d'annonceurs, enfin, si c'est Audi, la direction Benelux d'Audi qui achète de la publicité sur Sud Presse, il y a très peu de chances qu'ils aient seulement déjà dit cliquer sur le site de Sudinfo. Et c'est pour ça que l'appel au boycott a fonctionné, c'est qu'en fait, les annonceurs étaient effarés de voir sur quoi ils mettaient de la pub, parce que ces annonceurs, potentiellement, ne vont pas mettre de la pub sur le site du Sun, parce que le Sun est connu comme étant ce qu'il est. Franchement, si c'est pour aller mettre de la pub sur un article qui raconte les détails sordides du viol d'une fille de 13 ans qui a crié après sa maman, autant aller mettre de la pub sur des sites porno, ça coûte moins cher, quoi. Parce qu'en plus, la publicité sur les sites du groupe Rossel, mais comme sur tout le reste de la presse en publicité premium, coûte hyper cher. Sur le site du soir, on est à 20€ CPM, donc ça veut dire coût par 1000 vues. Si vous payez de la pub chez Google ou chez Facebook, vous êtes à 1 ou 2€, ou peut-être 3€ max, allez. Donc ça veut dire que la régie Rossel facture 8 fois plus que ce que ça coûte chez Facebook et Google, avec moins d'analyse de chiffres. Ils ont un service qui est bien moins intéressant que chez Google, sauf que bon, c'est du petit copinage entre les annonceurs, machin, les régies pub, les régies médias, etc. C'est tout un petit milieu qui joue dans leur coin, en fait. Et effectivement, je crois que la direction marketing d'Audi, machin, quand ils voient qu'ils vont taper 200 000€ chez Sud Presse pour se retrouver sur ce genre d'article de bas étage, et puis que du coup ils se rendent compte aussi un petit peu de quels lecteurs vont lire ça, c'est sûrement, malheureusement c'est un peu du mépris de classe, mais il y a sûrement moins de gens qui ont les capacités de s'acheter une Audi A5 qui lisent Sud Presse que de gens qui lisent Le Soir ou Le Figaro. Donc voilà, je pense que je sais même plus où démarrer la question, en fait. Je me suis perdu. Voilà. Mais je pense que oui, du coup, c'est ça, leur financement, oui, m'embête, que ça soit, salut sandwich, que ça soit les annonceurs ou que ça soit le financement public. Là, le financement public, ça me pose encore plus de questions, oui, parce que les annonceurs, évidemment, il y a peu de chances que le lobby de l'automobile finance un journal d'investigation qui, évidemment, va leur taper dans les pattes de temps en temps. Par contre, l'argent public, je pense réellement, j'y pensais l'autre jour avec ma copine, on en parlait, je me disais, tiens, il y a par exemple le Guardian en Angleterre qui ont annoncé que désormais leur ligne éditoriale prendrait compte d'office du réchauffement climatique et des questions de pollution, en se disant que c'était tellement un intérêt majeur pour l'avenir de l'humanité qu'ils allaient mettre en tout cas en relation dès qu'il y a une information qui en tout cas a une conséquence écologique, etc., ils en parleraient. Ben, je me dis, tiens, aujourd'hui, Bénédicte Linard, qui est la ministre écolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge de la presse, c'est une très bonne idée. Pourquoi ne pas dire que, tiens, déjà la déontologie doit être respectée pour continuer à avoir des aides à la presse, mais tiens, pourquoi est-ce que les questions écologiques ne devraient pas être au centre de tout, et que justement, à voir comme on a sur la RTBF, chaque année quand il y a le salon de l'auto, et c'est ici pour le moment, tous les jours, il y a un sujet, mais littéralement tous les jours au JT sur le salon de l'auto différent, quoi. C'est un partenariat implicite avec le lobby de l'automobile, de la même manière que on a Classique 21 qui a son stand toute la journée parce qu'ils font aussi les sports moteurs, etc. Je pense que que ça me dérange. Et je pense qu'effectivement, si la ministre de la Presse voulait prendre une mesure importante, déjà, ça serait de faire appliquer le décret. Le décret actuel sur les aides à la presse considère que quand il y a des manquements déontologiques, les aides à la presse doivent être retirées, sauf qu'ils n'ont jamais défini ce qu'étaient des manquements déontologiques. Donc
Donc c'est-à-dire que Sud Presse peut être condamné 25 fois par an, 40 fois par an au conseil de déontologie, ça ne change rien. Et le conseil de déontologie sert à rien, on leur tape sur les doigts. La moitié des plaintes quasiment, là le conseil de déontologie a 10 ans, la moitié des plaintes depuis 10 ans concernent Sud Presse, alors que c'est qu'un groupe, c'est le majoritaire, mais il ne représente pas 50% de la presse, donc il y a un problème, et tout le monde se voile la face, et ouais, ça m'emmerde. Le CDJ, il n'a pas d'avis. Non, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'avis contraignant. Le seul truc auquel contraignent les journaux, c'est de publier l'avis sur le site, dans un coin du site pendant X jours, ça dépend un petit peu, il me semble. Et si l'article en question est toujours en ligne, ils doivent laisser l'avis en dessous de l'article en question tant que l'article est en ligne. Or, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit récemment, en plus ils virent les articles, ils virent les mentions qu'ils ont été condamnés des articles en question alors qu'ils ne devraient pas pouvoir les virer. Et alors un autre truc qui montre bien à quel point ils se foutent de la gueule du monde, c'est que quand ils publient le fait qu'ils ont été condamnés au conseil de déontologie, ils ne le mettent pas en texte sur le site, mais ils écrivent le texte, ils prennent une capture d'écran, ils vont coller un JPEG dans un coin du site. Ce qui fait qu'en recherchant dans le site, on ne peut pas retrouver les anciens avis où ils ont été condamnés, et via Google, on ne retrouve pas non plus ces infos-là. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert totalement par hasard, et voilà. Et ça, je l'ai dit à des gens du conseil de déontologie, ils avaient la mâchoire décrochée en disant quoi, ils font ça? Je dis bah ouais. Et du coup, ils m'ont dit bah on peut rien faire, parce qu'en fait, dans les règles du conseil de déontologie, il n'est pas indiqué que ça doit être du texte brut et que ça ne peut pas être une capture d'écran. Donc voilà. Et après, qui est membre du conseil de déontologie? À plus de 60%, il me semble, ce sont les éditeurs de presse eux-mêmes, parce que ça a été la volonté. D'ailleurs, le conseil de déontologie donne dans 2 jours, dans le 21 janvier, une conférence là-dessus, un forum sur la déontologie. Ils expliquent et ils se vantent de leur autorégulation. Pour eux, c'est ce qu'il faut. C'est de l'autorégulation des médias. Putain, ça fait 10 ans que ça existe, ça marche super bien, quoi. On est en train, Sud Presse et d'autres médias aussi font de plus en plus de putaclic, de trash, etc. Parce qu'il y a tellement de concurrence, et ils sont tellement fait bouffer en ayant tellement tardé à faire leur tournant numérique qu'ils se font complètement baiser. Et c'est terrible, parce qu'effectivement, quand on voit le journal Le Monde qui a commencé à imposer de l'abonnement un petit peu partout il y a 3-4 ans maintenant, les médias belges ont 2 ans de retard. Et en fait, non, ils n'ont pas 2 ans de retard, ils ont 10 ans de retard. Ça fait 10 ans qu'ils auraient dû investir dans Internet. Et pour le coup, si aujourd'hui ils crèvent autant la gueule ouverte et qu'ils vont certainement demander de plus en plus, parce que les aides à la presse, elles sont passées en 2012 de 7 millions d'euros à 10 millions ou 11 millions maintenant. Donc finalement, elles vont doubler en 10 ans. Mais en fait, aujourd'hui encore, j'ai encore entendu quelqu'un qui me disait, qui est journaliste, qui me disait que dans son journal, on lui a dit qu'il n'investissait pas dans le web, quoi. Donc il continue à payer, rien que si vous regardez les grilles tarifaires des journaux, le travail, alors que c'est le même travail, hein, ça va se taper dans une fiche Word ou dans un Google Docs, le travail pour un article qui est publié sur Internet est payé quasiment 2 fois moins dans la grille tarif du journal Le Soir, ou de Sud Presse, etc. Ça vaut le coup de regarder. Je crois que c'est toujours disponible sur le site de l'association des journalistes professionnels, donc ajp.be. Le web est toujours mis de côté, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment d'abonnements web pour que ça leur semble rentable, ou de gagner suffisamment d'argent avec la publicité. Et du coup, il faut pas s'étonner que ça marche pas, il faut investir pour que ça fonctionne. Ils investissent pas. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous regardez la différence entre le site du journal Le Soir, qui pour moi, franchement, c'est rempli d'articles de merde, si vous regardez un petit peu les sujets scientifiques, ils sont vraiment traités par-dessus la jambe, alors que le journal papier, pour moi, reste un vraiment bon journal, mais la plupart des contenus qu'il y a dans le journal papier ne se retrouvent pas, en tout cas en accès libre sur leur site internet, et du coup, ça donne pas envie de s'y intéresser. Moi, si je vais sur le site du Soir sans l'accès abonné, c'est de la merde, alors que si j'achète le journal, ouais, non, c'est un bon journal, c'est sûr. Donc voilà. Et je trouve qu'en journalisme en Belgique, ce qui se décroche encore un petit peu, je trouve que le VIF, l'Express en termes d'investigation, encore des chouettes trucs avec David Leloup notamment. Médor est très chouette, et je trouve que malgré que ça soit évidemment pas tout à fait mon obédience idéologique de base, je trouve que le travail que fait le journal L'Écho est encore très très bon, que ce soit sur internet ou en journal papier. D'ailleurs, L'Écho a aussi l'avantage d'avoir un paywall, donc qu'on est obligé de payer qu'après quelques articles, ce qui permet d'en découvrir quand même quelques-uns. Donc je pense que le journal L'Écho, ça reste un journal de qualité, en tout cas, même si l'orientation idéologique est évidemment, ça reste un journal qui s'appelait L'Écho de la Bourse avant, hein, donc voilà, c'est très à droite évidemment économiquement, mais voilà, je trouve que les sujets sont traités de bonne manière. Et peut-être Wilfried aussi au niveau journal. Oui, bien sûr, oui. Même si Wilfried, j'apprécie, mais on est dans...
comme il le dit, et François Brabant, le fondateur, le dit, raconte la politique, quoi. C'est quasiment des livres d'histoire, en fait. Enfin, c'est un peu de critique. C'est ça. C'est ce qui me dérange parfois. J'ai des amis qui ont travaillé, qui y travaillent encore. Ce qui me dérange parfois dans Wilfried, mais en fait ça me dérange pas parce que c'est pas son rôle, quoi. C'est sûr qu'il va pas critiquer, il va pas faire d'investigation, et il a tendance à faire, ils font des portraits, quoi, où ils racontent des histoires, mais ça a tendance parfois à édulcorer un petit peu les choses et à prendre le côté parfois romanesque de personnages qui sont pas nécessairement, je pense, très très propres sur eux, quoi. Donc c'est de la même manière qu'on fait des interviews incroyables de Carlos Ghosn et tout. On donne un côté romanesque à des personnages qui sont parfois des vraies enflures, quoi. Donc voilà, parfois ça me dérange un petit peu de voir effectivement ces couvertures où on voit des gens, des politiques que je trouve des minables absolus, être présentés comme des genres de héros et des voilà. Tu parlais de l'utilité des professeurs, donc de l'école et donc de l'éducation, éducation aux médias. Tu vas toi-même dans les écoles. Est-ce que c'est quoi ton but derrière ça? Ça te semble important? Oui, ça me semble très important, et c'est ce que je préfère faire aujourd'hui, je pense, parce que c'est vraiment cool d'avoir le retour direct des professeurs, des élèves. C'est cool, déjà d'être du coup un peu dans le monde réel, parce que finalement, je passe quand même le plus clair de mon temps derrière un ordinateur, et ça fait plaisir de voir des vrais gens. Et je pense qu'en fait, à la base, moi, on m'a demandé ça il y a quasiment 5 ans maintenant, parce qu'en fait, en termes d'éducation aux médias en Belgique, il y a un truc qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. On ne s'aime pas du tout, parce que je considère qu'ils font du travail de merde. Parce que s'ils avaient fait du bon travail, on n'en serait pas là. S'ils avaient fait du bon travail, il n'y aurait pas des écoles qui me demandent de venir quasiment toutes les semaines. Ce que je fais est apprécié, parce que je retourne quasiment chaque année dans les mêmes, et parfois j'en refuse. Je retourne et je vais dans plein de nouvelles aussi. Je pense que le travail est apprécié. J'ai aussi donné des formations à des profs pendant 2 jours l'an passé, 4 jours d'affilée, 2 fois 2 jours, pour essayer d'aller au niveau au-dessus, et je pense faire l'année prochaine. Mais voilà, il y a une... On a complètement laissé passer aussi ce tournant numérique au niveau de l'éducation. Les profs sont largués, les profs n'ont pas les ressources suffisantes, et c'est un milieu qui, moi-même, je ne me considère pas comme un expert absolu de ce sujet-là, parce que quand TikTok est arrivé, ou même avant Snapchat, etc., j'ai 29 ans, je suis né avec un PC dans les mains quasiment, mais je me suis dit, ce genre de truc ne marchera jamais, c'est complètement con, et ça marche. Donc on peut aussi être complètement dépassé par la consommation d'Internet des ados et autres. Moi, je ne me sens pas compétent pour parler de la consommation d'Internet des gamins de moins de 14 ans, c'est certain. Déjà parce que ça m'intéresse moins, et voilà, parce que du coup, je me sens pas très légitime. Du coup, je pense qu'il faut beaucoup de gens pour travailler sur le sujet, et il n'y a aucun prof qui a le temps d'apprendre tout ce que moi j'ai pu apprendre, ou de ce que d'autres éducateurs, d'acteurs de l'éducation aux médias ont pu apprendre. Donc ça prend un temps fou, donc il faut des ressources extérieures, il faut les financer, ou il faut que les gens se débrouillent. Moi, je me débrouille, je fais payer les écoles parce que j'ai pas de financement public, et voilà, j'ai déjà été reçu par le ministre, le cabinet, ils s'en foutent, et le Conseil supérieur de l'éducation aux médias ayant la main dessus, et n'appréciant pas que je crédibilise leur travail, évidemment, ça se passe pas terrible. Mais voilà, je pense que quand on voit aujourd'hui qu'on a un truc qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation aux médias, et qu'il y a encore dans, je ne sais plus quelle école ou université, un élève m'a envoyé un truc, son cours d'éducation à Internet, et donc au danger d'Internet et je sais pas quoi, de vérification des sources, il date de 2001. Donc ça veut dire ce cours à 18 ans, Internet n'était rien, j'avais 11 ans, quoi. Il y avait tfou.fr et 12 sites, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien, quoi. Comment est-ce qu'un prof dans une unif peut continuer à donner ce cours-là, quoi? Comment est-ce que les élèves gueulent pas? Comment c'est possible, quoi? Et la première école où j'étais allé, ils avaient un cours de vérification des sources sur Internet qui datait de 1998. C'est ce que donnait la prof, quoi. Elle donnait ce cours de 1998 en 2016, quoi. Et elle me dit, j'ai que ça. Donc voilà, je n'ai que ça. Faites ce que j'ai. Et après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres trucs, mais du coup, elle doit refaire ses leçons, elle doit les faire. Il y a des profs qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, que ça n'intéresse pas, qui n'ont pas les compétences. Et c'est vrai que du coup, non, le Conseil supérieur de l'éducation aux médias n'a aucun regard là-dessus. Le seul truc qu'ils font, c'est de se vanter, un des seuls trucs qu'ils font, c'est de se vanter de faire des opérations qui s'appellent journalistes en classe ou ouvrez votre quotidien, où ils envoient des journalistes dans les classes, en fait de vendre un petit peu le monde de la presse. Et je pense que c'est un peu exagéré, c'est peut-être un petit peu gros de le dire comme ça, mais je pense qu'on fait surtout de l'endoctrinement aux médias dans les écoles quand ils font ça. Franchement, quand je me dis qu'un journaliste,
ces gens râlent quand moi je vais dans des écoles en disant que je suis pas qualifié, compétent, que je raconte n'importe quoi, mais ils envoient des journalistes de Sud Presse, donc peut-être c'est les mêmes qui 3 semaines après vont aller publier la photo des gamins à qui ils ont causé, dont la cervelle est éclatée sur une vitre de bagnole. Donc moi ça me révolte que ces gens-là soient dans des écoles, effectivement. Enfin non, ils ont le droit d'y être, mais moi aussi j'ai le droit, et en tout cas c'est pas eux qui font de l'éducation aux médias. Et je pense, comme disait Marc Moulin, qui était une figure de la RTBF, fut un temps que tout le monde prend comme un dieu, mais comme bien souvent c'est un gars que peu de gens ont écouté à l'époque, et maintenant qu'il est mort c'est beaucoup plus facile de dire à quel point il était super. Il disait oui, l'éducation aux médias c'est une très bonne idée, mais ceux qui auraient le plus besoin d'éducation aux médias sont les professionnels des médias eux-mêmes. Et je pense qu'il y a un manque de recul et un manque de remise en question de ce milieu-là, à part chez des gens comme vous, chez des étudiants, mais qui malheureusement se font broyer par le système derrière. Je pense que les choses vont changer, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de naître, et que ça soit sur plein de questions sociales, écologiques, sociétales, économiques. Moi, j'ai que 29 ans, et du coup je suis un peu entre deux générations comme ça, mais je suis super content de voir des jeunes de 20 ans, de 15 ans qui sont mobilisés, qui sont critiques, qui sont révoltés, qui sont citoyens, qui sont engagés, et qui n'ont pas envie de se laisser broyer dans le système. Et malheureusement, il y en a plein qui vont se laisser broyer. Moi, quand je vous disais, une prof de journalisme à l'HEPN, je sais pas quoi, à Liège, me disait ouais, c'est bien beau tout ça, mais ils vont chercher un stage, la moitié des gens que tu vois là, ils vont aller en stage chez Russell, et puis chez Sud Presse, et puis voilà, comme je vous disais, ils ont des bouches à nourrir, et puis ils se laissent embarquer là-dedans, ou alors ils se font broyer, et ils se cassent, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est malheureux, mais malgré tout, je pense que la nouvelle génération va tout changer, et c'est cool. Il faut juste attendre que les vieux meurent, il faut que tous les boomers meurent, et puis on sera super bien. Moi, je suis vraiment impatient, et heureusement, peut-être qu'avec la pollution et ces trucs-là, ça va se passer plus vite. Donc voilà, peut-être une sale grippe, quoi. Vous voyez, une sale grippe, et on est sauvé à tout. Une bonne canicule, quoi. Une grosse canicule, mais vraiment une bonne canicule qui tue tous ces vieux cons, et puis on est bien, quoi. Donc voilà. Non, moi j'ai confiance. Je suis pessimiste, et à la fois j'ai quand même confiance en l'avenir. Je me dis qu'à moyen, en tout cas, tout n'est pas perdu. Ça peut pas être. Enfin, en fait, si, ça peut toujours être pire, parce que je trouve que le milieu de la presse aujourd'hui est pire qu'il y a 5 ans. Mais heureusement, les citoyens, eux, sont plus mal. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup plus de gens critiques. Parfois un peu grâce à moi, mais même en général, les gens ont accès à beaucoup plus d'informations, se posent beaucoup plus de questions. Il y a plein de journalistes indépendants et plein de gens qui font du journalisme. Comme mon avocat le disait, j'aime vraiment bien ça, je le répète tout le temps, qui disait lors de notre premier procès, journaliste, c'est plus juste un métier, c'est une fonction que tout citoyen peut exercer en sortant son téléphone, et c'est une très bonne chose. Et moi, je pense aussi, contrairement à ce que j'entendais hier, les vœux d'Emmanuel Macron à la presse, à l'association... je sais plus quelle conférence sur la presse, et il disait que ça lui posait problème que n'importe qui se revendique journaliste, parce que quand il y a trop de journalistes, si tout le monde est journaliste, il n'y aura plus de journalistes professionnels. Je vois pas le rapport, c'est pas parce que je joue du piano chez moi qu'il n'y a plus de pianistes. Enfin, ça n'a aucun rapport, et je trouve que c'est une bonne chose. Et tant mieux qu'il y ait un maximum de citoyens qui soient formés à ça. C'est sûr qu'il y a des choses à pas faire, il y a plein de... si vous regardez la charte de Munich, qui est un peu la charte de base du journalisme moderne, si les gens appliquent ce genre de choses et appliquent la charte de Munich, c'est super. En même temps, regardez, si vous lisez la charte de Munich, franchement, chaque putain de point de cette charte de Munich, elle n'est pas respectée par Sud Presse tous les jours, quoi. Donc c'est bien gentil d'aller dire que tout le monde ne doit pas être journaliste, comme que tout le monde ne doit pas être éducateur aux médias. Si, tant mieux. Si les gens ont les compétences, après, je pense pas que tout le monde doit être chirurgien, mais encore, s'ils y arrivent là, qu'ils passent le diplôme, voilà. Mais je pense que, non, tout le monde doit pas être chirurgien. Par contre, non, être journaliste, c'est quoi? C'est diffuser de l'information vérifiée. Donc, si vous filmez quelque chose et que vous la diffusez, oui, pour moi, c'est du journalisme. Et on voit aujourd'hui, et je pense que c'est assez positif, et ça fait péter un câble à tout ce milieu-là, que tout ce qui est des trucs comme Brut, par exemple, avec Rémi Buzine, qui en France, au moment des Gilets jaunes, ont filmé, comme RT France, par exemple, j'apprécie pas spécialement, très loin de là, l'a fait aussi. Ce qui marche le mieux auprès des Gilets jaunes et même des gens, c'est finalement un mec qui va au milieu d'une manif et qui filme pendant des heures, quoi. C'est de l'info non traitée, quoi, que les gens traitent eux-mêmes et regardent eux-mêmes. Et après, c'est sûr qu'on peut repasser sur les images, qu'on peut analyser. Mais les gens n'ont plus envie d'avoir aujourd'hui une information qui est biaisée et qui a été nettoyée à l'avance par des milieux de pouvoir ou par des journalistes. Voilà, moi, je suis toujours étonné de voir. Encore là, je voyais que le jugement... dans notre affaire Sud Presse contre Nord Presse, Sud Presse ne publie pas le jugement. Et c'est très très rare, en fait. En général, les journalistes ont tendance, je pense, pour se garder leur côté de vulgarisation, ils ont tendance à garder les documents. Pourquoi est-ce que
quand il y a des documents qui fuitent, très souvent, les journalistes vont expliquer ce qu'ils ont vu, ils vont vulgariser le truc, mais ils ne donnent pas accès aux documents pour que les gens y regardent aussi, quoi. Et je pense que c'est sûr que ça n'intéresse pas tout le monde d'aller fouiller eux-mêmes, mais il y a plein d'infos. Par exemple, si vous cherchez quel est le montant des aides à la presse que touchent les journaux en Belgique, il faut aller fouiller au fin fond des rapports du ministère de la Fédération de Bruxelles machin pour avoir les chiffres. Il y a des articles de temps en temps, à peu près tous les 2 ans max. Je crois que le dernier c'est l'Écho qui l'avait fait, où il donne ces chiffres, mais pourquoi ne pas publier juste le décret? Pourquoi pas publier le PDF de 800 pages? On s'en fout, mettez un lien, quoi. Et poussez les gens à s'intéresser à des choses et ne gardez pas l'information pour vous, quoi. Et je pense que c'est très très souvent le cas. En fait, si on parle par exemple des rapports du GIEC ou de ce genre de choses-là, bon après les rapports du GIEC ils font des centaines de pages, personne ne les lit, mais il y a des résumés, il y a des choses comme ça. Et en général, les journaux ne nous mettent pas ces résumés de 20-30 pages en ligne, ils nous mettent pas les liens vers les rapports, ils permettent pas, il faut que les gens cherchent eux-mêmes à s'intéresser, et je trouve ça un peu pénible, quoi. Et ça, je crois que c'est pour des raisons économiques, que les journaux n'ont pas intérêt à ce que les gens sortent trop de leur site, et voilà, les journaux ont intérêt à mettre un maximum de liens, d'hyperliens internes à leur truc, pour envoyer les gens, pour faire du clic, pour que les gens restent à l'intérieur, alors que les journaux devraient ouvrir l'esprit des gens, devraient pouvoir mettre des liens vers d'autres journaux, devraient pouvoir justement participer à un écosystème de gens qui passent de page en page en 20 000 onglets ouverts, comme plein de gens c'est le cas aujourd'hui, qui font des recherches et recoupent eux-mêmes leurs sources, quoi. Je pense que les gens n'ont plus confiance en les journaux et que si on veut récupérer cette confiance, ils doivent être transparents et c'est pas ce qu'ils jouent du tout aujourd'hui, donc voilà. Au niveau de la transparence, à nouveau, on voit que la presse en Belgique francophone, lui, a pas parlé de cette histoire avec Sud-Presse, mais par contre a parlé allègrement du jugement qui a été rendu. Ouais. C'est pas ton point de vue sur la question, du coup. Et comment tu peux expliquer ça? Si ça s'explique. J'ai qu'une explication complotiste à ce qui sort, c'est qu'effectivement ils n'ont pas envie d'en parler, alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui suivent ce truc. Il y a 400 commentaires sous la publication de la RTBF là, qui se plaignent qu'on n'en parle pas. Ils ont reçu des dizaines de messages pour cette histoire, alors que RTL Info l'autre jour ils ont fait un article, enfin eux RTL Info pour le coup avaient partagé la dépêche belga, donc mais bon c'est une dépêche belga, ils n'ont pas travaillé, ils ont copié-collé une dépêche qu'on leur a envoyée. RTL Info l'autre jour ils ont fait un article hyper long avec un témoignage d'une dame qui, parce qu'elle avait 3 prénoms, ça ne rentrait pas sur sa carte de banque, quoi. Donc son nom était coupé, quoi. Voilà, enfin, terrible, quoi, scandale, machin, elle se plaint à la banque, il y a une interview de la femme, ils ont appelé la banque, enfin, c'est quoi ce truc, quoi. Alors que là, on a quand même le premier média de Belgique qui m'attaque le couillon que je suis, et une bande de chimpanzés, une bande de gens un peu critiques de ce monde-là et un peu révoltés. C'est vraiment David contre Goliath, donc je pense que c'est une info d'intérêt public, il me semble quand même, au-delà de ma petite gueule, quoi, et ils s'en foutent, quoi. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils n'ont pas envie d'en parler, ils n'ont pas envie de se positionner, et je le savais avant que ça se passe, je me dis, ils vont se positionner pour le vainqueur, et là, bah voilà, ils se mettent un peu de ce côté-là. Or, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils se tirent une balle dans le pied terrible, voire dans la tête, parce que les gens sont révoltés et se rendent bien compte à quel point tout est biaisé, à quel point, pourquoi, et il y a déjà plusieurs fois des étudiants qui l'ont proposé, parce qu'évidemment il y a des étudiants qui ont un peu les couilles de faire ça, d'avoir un débat entre Sud-Presse et Nord-Presse. Les gens de chez Sud-Presse ont toujours refusé. Encore là, je suis à Vital le 29 bientôt dans un truc. Il y a un journaliste de Sud-Presse qui avait dit oui aux étudiants avant de savoir que je venais. Depuis qu'il sait que je viens, il vient pas, quoi. Donc il n'y a jamais personne. Moi je veux bien débattre avec le grand patron de Sud-Presse, il n'y a aucun problème. Il a le double de mon âge, c'est censé être une grosse bête ce type, mais ils ont peur, quoi. Vraiment, il va se faire humilier, il le sait bien, le gars. Donc parce que on le voit bien dans ce truc-là, Sud-Presse sur Internet, il n'y a que les journalistes de Sud-Presse qui vont aller défendre ce qu'ils font. Il n'y a personne qui les défend. Et pour le coup, autant j'en chie, autant j'en ai pleuré, j'en ai passé des nuits horribles, j'en ai perdu du boulot, des relations, de tout ce que vous voulez avec toutes ces histoires. Autant, effectivement, parfois quand je me balade dans la rue, j'ai des gens qui me font « on sent trop bien, merci, bravo et tout », où je reçois plein de messages de soutien, je suis très content. Et par l'autre jour, on me disait « est-ce qu'il y a déjà un journaliste de Sud-Presse ?» On lui a dit « bravo mec, franchement, l'article sur le viol de la gamine, c'est bien de te défendre pour cette liberté d'expression-là, bravo, quoi. » Et alors le gars qui a pris le Viagra sur le pénis de taureau, génial, enfin le Viagra de taureau, franchement il a bandé pendant 8 heures, j'étais content que t'aies fait ça, bravo mec, quoi. Enfin voilà, non, ces gens sont minables, ils le savent très très bien, c'est des charognards, quoi. C'est vraiment je pense que certains doivent avoir honte de ce qu'ils font et les autres sont complètement aveuglés. Puis la plupart sont cyniques, hein, faut pas se voiler la face. Quand des gens comme Luc Gauchel par exemple, qui est un des cadres un peu de Sud-Presse, va donner cours de journalisme, parce qu'il a toujours un cours dans une autre école, je crois, ou une je sais plus, il explique que
le sensationnel, c'est son job, c'est tout, quoi. Et qu'il y a strictement aucun problème à mettre photos, vidéos, machin d'accident, de voir, d'aller fouiller dans la vie des gens, d'aller harceler les gens. Ils ont toujours fait comme ça a toujours été leur système. Et ce, depuis 30 ans. Il y a des vieux qui m'écrivent, enfin des personnes plus âgées, désolé, c'est ces boomers qui doivent mourir, mais il y en a de bien dedans, mais il faut quand même qu'ils meurent tous, donc voilà, c'est comme ça. Il y a un peu de sacrifice, et il y en aura des biens qui mourront avec. Qui m'écrivaient, déjà il y a 30 ans, on disait La Meuse, donc le journal qui est devenu après dans le groupe Sud Presse, qui est resté La Meuse, mais qui est rentré dans le groupe Sud Presse, était surnommé La Meuse, la menteuse, quoi. Ça a toujours été comme ça a toujours été d'aller harceler des familles, d'aller voler des photos chez les gens. Grégory, le mec qui raconte qu'il a volé un album photo complet pour aller le taper dans le journal. À l'époque, il se vantait de faire ça. Il disait c'est faire un casse ou faire un, je sais plus comment il dit ça. Il a un petit nom comme ça dans le milieu quand il arrive à voler plein de documents d'un coup chez des gens. Et aujourd'hui, ils ont même plus besoin de faire ça. Maintenant, ils vont sur le profil Facebook des gens et ils pompent là-bas, quoi. Sauf que ces gens n'ont jamais demandé d'être affichés, n'ont jamais demandé d'avoir les détails de leur mort ou de la mort d'un de leurs proches qui soit diffusé. Ça n'a aucun intérêt pour le reste de la société. Ça ne fait avancer personne. C'est juste du voyeurisme dégueulasse. Et voilà. Et à côté, quand le premier procès qu'ils m'ont fait, c'est parce que j'ai mis la tronche d'un de leurs journalistes qui avait fait la carte des musulmans de Belgique, je l'ai mis sur le site en mettant son nom, et ils m'ont attaqué pour violation de la vie privée, dénigrement, etc. Alors que c'est ce qu'ils font toute la journée avec des gens qui n'ont rien demandé. Ils font ça avec des victimes, quoi. Ils font ça avec des victimes d'accidents ou de leur famille, et eux, qui sont pour moi les bourreaux, on peut même pas les afficher, ça va pas la tête, quoi. Donc là, j'ai gagné, et voilà, là, ils ont le deuxième procès est perdu pour le moment, enfin, perdu à moitié, parce que moi, je suis tranquille, c'est la société Nord-Presse qui est condamnée. Mais voilà, je les emmerde et je vais jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il faut, mais on laissera pas ce jugement comme ça, notamment mon avocat ne veut pas le laisser, au-delà même de moi. Lui veut aller en appel, il avait besoin de mon autorisation, mais il voulait y aller de toute façon, parce que lui qui travaille beaucoup sur la liberté de la presse et la liberté d'expression, ce jugement risque de faire jurisprudence, même au niveau européen ailleurs, parce que dans notre jugement qu'on a eu ici, dans notre procès ici, on s'est servi de jurisprudence d'autres cas qui sont passés ailleurs en Europe ou en France ou en Belgique avant, et du coup ce jugement pourrait porter préjudice à d'autres lanceurs d'alerte ou d'autres personnes comme ça qui s'attaqueraient à un organe de presse. Et ce que Sud Presse dit dans son article d'ailleurs, et qui est aussi repris dans la dépêche Belga, que j'attaque la liberté d'expression de Sud Presse, c'est quand même formidable, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui dois me censurer, retirer des articles, donc c'est eux qui sont attaqués à ma liberté d'expression finalement. Donc voilà, c'est absurde, et en fait c'est ça qui est assez délicieux et assez dingue dans cette histoire, c'est que... C'est un peu une comédie tragique, quoi. Oui, tout ce dont ils m'accusent, c'est exactement ce qu'ils font depuis toujours, quoi. C'est ça qui est formidable. Quoi. C'est vraiment formidable parce que le nombre, moi j'ai aussi plein de témoignages, le nombre d'entreprises qui ont coulé. Il y a un gars qui me disait l'autre fois que Sud Presse avait été faire les fouilles merdes et avait trouvé des informations mais qui n'étaient pas vraies, comme quoi il y avait un plan de restructuration d'une société. Or c'était pas vrai, il y avait juste quelques personnes renvoyées. Du coup, les clients de la société en question ont appris ça, ont annulé leurs commandes, ils ont perdu 40 000 € de commandes, ils ont vraiment dû virer tout le monde et la société a fait faillite. Il y a plein de cas comme ça, et comme sur tout le reste, comme sur les familles de victimes, etc. Évidemment, à partir du moment où ces gens tirent déjà sur des gens ces journalistes tirent sur des gens qui sont déjà à terre, les gens n'ont pas le courage de se relever pour aller les attaquer en justice derrière, c'est très très rare. Donc c'est pour ça que là, on travaille, il y a une fille qui est juriste qui travaille sur la rédaction de statut d'une association d'aide aux victimes de la presse, je ne sais pas encore comment ça va s'appeler. Mais voilà, j'aimerais bien monter un truc pour justement déjà que Sud Presse puisse m'attaquer moi ou ma société quand on s'attaque à eux, mais pour voilà qu'il y ait une légitimité associative et aussi pour que éventuellement, si on arrive à trouver un peu de financement, d'argent quelque part ou que j'injecte dedans, ou du bénévolat, avoir des gens, des psys, des machins, je sais pas quoi, à ma place, qui reçoivent tous ces messages-là, parce que les messages de gens qui ont la vie bousillée par Sud Presse et qui ont vu leur fils affiché avec des informations erronées alors que la mère vient de perdre son gamin. Enfin, moi ça me rend dingue, je suis hypersensible, donc ça, franchement ça me pourrit la vie, quoi. Des histoires, j'en ai 300 en tête d'histoires horribles comme ça, et après il y a des médecins, des gens qui vont faire des trucs en zone de guerre et tout, mais voilà, qui sont beaucoup plus forts moralement que moi sûrement. Moi je suis pas assez fort pour subir tout ça, et j'en ai marre de lire ces histoires, en fait, j'en ai marre dans le sens, en plus j'en ai marre que les gens viennent vers moi dans un sens, hein. Je les accueille, je les lis et je leur réponds toujours, mais je me dis c'est quand même malheureux que ces gens viennent vers moi. S'ils viennent vers moi, c'est qu'il y a vraiment rien pour les aider, quoi. Mais en fait on parle d'un truc qui devrait même pas exister, quoi. Non. Non, ça devrait pas exister. Et après là c'est là où il y a un problème, c'est de voir dans quelle mesure
dans quelle mesure est-ce que les gens... Parce que tout le monde peut être victime de la presse. Je veux dire, si Alain Matteau ou Stéphane Moreau peuvent se dire victimes de la presse, et d'ailleurs, ils attaquent les journalistes, ils attaquent des journalistes à ce niveau-là. Mais je pense que oui, tout le monde devrait au moins pouvoir s'attaquer à la presse et le CDJ est un problème pour moi parce qu'il fait un écran de fumée qui ne sert à rien, qui empêche les gens de traverser ce brouillard pour aller jusqu'à la vraie justice et traîner ces journaux devant les tribunaux. Et ça, j'aimerais bien que ça change. Mais voilà, évidemment, ça sera au cas par cas. J'ai pas envie d'être trop impliqué là-dedans non plus. Je préfère lancer le truc et que des gens sérieux s'en occupent derrière. Mais c'est sûr qu'il faut voir au cas par cas parce que... il y a une fois un type qui m'a écrit comme ça en me disant que dans une affaire de mœurs, je vais pas rentrer les détails comme ça, il reconnaîtra pas le truc, dans des affaires de mœurs avec une mineure, une jeune ado, machin, qu'il avait été épinglé dans une presse là-dessus. Mais quand j'ai lu l'histoire, le mec il a du corps enseignant, l'histoire telle que racontée ne me semblait pas exagérée. Pour moi, ce type, je vais répondre désolé, mais c'est normal qu'ils aient relaté l'information que tu avais couché avec une de tes élèves au sein de l'école. Voilà, c'est tout, quoi. Ils ont même pas donné son adresse, ni même son visage et tout. Ouais, ce que je me dis, c'est quand même une information relativement d'intérêt public, quoi. Pas donné l'adresse cette fois-ci. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Mais par contre, quand ils vont, par exemple, je crois que c'était le fils, la mère du gars de l'autre crétin de Liège qui a été tué de deux policières à Liège il y a un an ou deux, ils avaient été filer l'adresse, ils avaient été mettre une photo de la maison de la mère du gars en mettant son adresse, quoi, en mettant sa rue, en disant qu'il y avait plein de gens devant chez eux qui voulaient la taper, machin, et alors ils vont mettre tiens, les harceler comme ils ont fait avec Michel Delièvre, quoi. C'est déconné, quoi. Ces gens n'ont rien fait de la même manière que ils avaient fait à l'époque, et c'était la première plainte qu'ils ont mis contre moi, le père de Samir Mimour, qui est un des terroristes du Bataclan. Le père, on avait filé l'adresse de son magasin à Liège, alors que le père il a rien fait, il a même essayé d'aller récupérer son fils en Syrie. Et d'ailleurs il y a un podcast audio que j'ai pas encore eu le temps d'écouter, où ce père que j'ai eu au téléphone à l'époque, c'était super touchant et bizarre parce que 3 mois après les attentats de Paris, j'avais au téléphone le père terroriste. C'était très très étrange. J'avais un mec de 60 ans qui pleurait au téléphone en me disant qu'il allait devoir redéménager parce que Sud-Presse avait bousillé sa vie alors qu'elle était déjà bousillée, qu'il a perdu un fils malgré tout, hein, ça c'est comme ça, que ses fils sont même pas volés, qu'il est pas du tout intégriste et qu'on vient lui pourrir la vie alors qu'il a rien fait, quoi. Et du coup le père là vient de sortir un podcast avec le père d'une des victimes des attentats de Paris, où ils ont un dialogue croisé, apparemment c'est super bien. Faut chercher à Mimour podcast. Ils ont écrit un livre. Oui, c'est ça, c'est un livre en fait, oui, c'est ça. Voilà. Et j'ai pas encore eu l'occasion de me pencher dessus, mais je crois qu'il y a aussi un podcast audio où il raconte un peu le truc. Mais voilà. Je pense que voilà, moi c'est ce genre d'histoire, ce genre de machin qui me continue à me trotter dans la tête en me disant ça veut pas, ils n'ont jamais été condamnés pour ça, ils n'ont rien eu, aucun problème. La femme qui a fait cet article là n'a jamais eu aucun souci, que dalle, quoi. Elle continue sa vie tranquille, quoi. Oui, elle continue sa vie tranquille, elle s'appelle Alison Mazzaccato et c'est elle d'ailleurs qui se vante d'avoir des cernes d'enfants sur son pare-brise et je l'emmerde. Voilà. On peut aller reporter plainte, de toute façon ça a déjà été tapé à la poubelle pour une fois. Pour le coup, elle c'est une journaliste qui est juste une crétine, hein. C'est juste des gens qui sont très cons. Faut pas se voler la face. Chez Sud-Presse, franchement, les journalistes, ils ont 80 de QI, c'est tout, hein. Ils sont juste très très cons. Ils se rendent pas compte du mal qu'ils font, ils sont bêtes, quoi. Franchement, hein. Parfois, il y a une phrase de je ne sais plus qui que j'aime beaucoup. Ça s'appelle la... Oh merde, j'ai oublié le nom. C'est le rasoir, c'est pas le rasoir de Cam, c'est l'autre. Qui dit ça ne sert à rien de chercher à expliquer quelque chose par la malveillance quand on peut très bien l'expliquer par la bêtise. Et je pense que parfois il y a beaucoup de ça. C'est que parfois les choses sont mal faites ou les gens font du mal ou font mal les choses, non pas parce qu'ils sont malveillants, mais juste parce qu'ils sont très cons. Et je pense que eux, je suis prêt. Franchement, quand je les ai vus se vanter, Luc Gauchen et quelques autres journalistes se vanter sur Facebook publiquement d'avoir fait condamner et qui se font défoncer dans des centaines de commentaires, mais même pas de gens qui viennent de chez moi, mais en général, en leur disant mais il n'y a pas de quoi fanfaronner, les gars, il n'y a pas de quoi fanfaronner d'avoir gagné contre moi pour vous défendre le droit de diffuser les détails du viol d'une enfant de 13 ans. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, quoi. Ils se rendent pas compte. De la même manière que les avocats de Sud-Presse ont dit au tribunal que s'ils donnaient les détails sordides du viol de l'enfant, c'était pour justement interpeller la société et faire de la prévention, quoi. Mais comment, et que beaucoup d'associations de victimes soutenaient ça, mais comment on peut dire un truc pareil, quoi? Ils sont stupides, quoi. Enfin, voilà. Ça fait longtemps déjà, non? Je perds mon attention. Mais on peut continuer, hein. Mais pour finir peut-être sur une note plus optimiste, tu parlais de la nouvelle génération et tu as optimiste là-dessus. Est-ce que c'est justement cette part d'optimisme-là qui te permet de continuer après des années à
à te battre, entre guillemets, sur ce terrain-là? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me poussent à continuer, qui me poussent dans le dos parfois, même si je m'écroule un peu, et je m'écroule souvent parce que je suis très sensible, très des hauts et des bas, mais je suis entouré de plein de gens formidables, j'ai une amoureuse extraordinaire, j'ai un super chat, et puis ma vie m'amuse, et puis ça m'amuse de faire un peu le rebelle et de foutre un peu la merde chez les méchants, on va dire, et voilà. Mais c'est sûr que j'aimerais bien, je sais pas, je vais sûrement toujours continuer un peu ça de toute façon, le temps que ça dure, mais en essayant de m'impliquer un petit peu moins émotionnellement et donc essayer de trouver des moyens concret, légaux et facile, un peu plus facile pour moi pour continuer ça, que ce soit par une assos, que ce soit par, comme mon avocat m'a appelé en me disant, prochaine fois que vous voulez lancer un boycott comme ça, un machin comme ça, appelez-moi avant. Et en fait, c'est vrai que j'y ai pas pensé, parce qu'en fait, je réfléchis jamais, je fais des trucs sous le coup de l'émotion, quoi, et je suis, et après, parfois, je regrette, quoi, donc, parce que j'en ai fait des conneries, hein, comme tout le monde, il y a plein de trucs que je regrette d'avoir fait, notamment l'alerte atomique à Tihange, je pense que c'était Darmanin, ça aurait vraiment pu me retomber sur la gueule, mais non, il y a plein de choses que je regrette d'avoir fait ou que j'aurais fait autrement, quoi. En tout cas peut-être de manière plus subtile et réfléchie. J'ai beaucoup de mal à agir de manière subtile et réfléchie, c'est sûr. C'est souvent très sincère, quoi, mais malheureusement c'est une phrase de je ne sais plus qui non plus, j'aime bien la citation comme ça parfois, c'est pas parce qu'on est sincère qu'on a raison. Et ça, je pense que c'est un truc que tout le monde peut se mettre dans la tête. C'est pas parce qu'on est sincère qu'on a raison. Et je pense que j'ai toujours été sincère, mais j'ai pas toujours eu raison. Ouais. Ça, c'est sûr. Et si c'était à refaire, tu referais tout comme ça? Non, je serais un peu plus subtil, je pense. Je apprendrais à me calmer, à parfois peut-être rester dans l'avion pour le détourner, on va dire, comme disait Frédéric BD. Peut-être justement être parfois un petit peu plus malin. Il y a beaucoup de choses le feu n'en vaut pas toujours la chandelle. Et voilà, je pense que j'aurais été, si c'était vraiment à refaire depuis le début, parce qu'aujourd'hui j'aime bien m'afficher parce que ça m'amuse quand même un peu, il faut le dire que tout le monde a quand même un petit ego, j'imagine, mais et puis malheureusement si on passe pas par se montrer etc, ça marche moins bien, et puis c'est parce que je me suis mis en danger que tout ça a marché aussi. Les procès je les ai cherchés depuis le début, depuis des années. Mon ex me pétait des câbles avec ça tout le temps en me disant que ouais, mon seul fantasme c'était d'avoir un procès de Jean-Marie Le Pen, mais évidemment c'est génial, c'est quand même un beau c'est quand même un bel accomplissement, quoi. Et non, le procès de Suprême je l'attendais. Après le jour où j'ai reçu la citation à comparaître il y a 2 ans du premier procès, je faisais moins le malin, mais sur le moment je l'ai chauffé pour qu'il le fasse, que je l'ai chauffé à fond, mais à refaire je le ferai anonymement, complètement, certain. Je le ferai en mode comme la page Mister Mondialisation, des trucs comme ça, même s'il y a quelques personnes qui savent qui c'est. Mais tu crois que ça a autant d'impact? Peut-être que les gens en moins cette idée. Moi, je crois que ça les rendrait fous. Je crois que ça les rendrait fous. Un peu copy comics, quoi. C'est ça, exactement. Mais ça les rendrait fous, mais pour le public, ça serait peut-être moins incarnant. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir du moment où moi, en fait, de base, je me cachais avec Nord-Presse. J'avais un nom qui était Vincent, je ne sais plus quoi, mais non, c'était même pas ça, c'était Jean, que je mettais pas mon nom. Sauf que j'ai eu la chance d'être approché par Walid de la RTBF pour rentrer à la radio, vu que je faisais Nord-Presse, et du coup j'ai dû me mettre un nom, j'ai dû trouver un pseudo qui était juste mon pseudo. Vincent Flubisté, c'était mon nom sur Facebook à ce moment-là. C'était pas c'était un peu par hasard parce que je voulais pas mettre mon vrai nom parce que j'ai un nom de famille qui est Regatte, que je cache pas spécialement, mais on est 20 en Belgique, donc c'est à peu près toute ma famille proche. Voilà, j'ai pas envie qu'on les emmerde, mais je m'en fous, j'ai rien à cacher. On trouve plus facilement son nom Flubisté que mon vrai nom. Mais du coup j'ai dû me trouver un pseudo pour la radio, j'ai dû montrer ma gueule. Et on a dit que j'étais le gars de Nord-Presse, donc voilà. Mais à refaire, je le ferai en cachet. Mais c'est vrai que du coup, t'as raison, ça serait moins incarné. Donc voilà, maintenant c'est comme ça et c'est comme ça. Mais le faire en mode copie comique, comme tu dis, bien caché, ça les rendrait fous. Et je kifferais ça. Ça ferait vraiment un peu V for Vendetta, comme ça, très, très bien caché. Et ça m'excite beaucoup. Je dois dire que c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais. Ça m'excite bien. Ouais. Je ne sais pas encore à poser les bons, on verra, quoi. Ouais. C'est un bon moyen d'être fiché. Là. On doit sûrement déjà être fiché dans tout ce qui c'est dans la pièce. Merci beaucoup. Voilà, avec grand plaisir, vous êtes super. C'est top, vraiment, je suis un vrai. T'as su rester concentré. Ouais, ça devenait chaud, surtout que je Charlotte qui joue avec le petit chat, et que vous étiez très mignons.